Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Montréal reçoit la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15, jusqu'au 19 décembre. Cette 15e édition de la conférence des parties signataires de la Convention sur la diversité biologique, là c'était le sommet de la Terre de Rio au Brésil en 92, qui vise à se réunir entre nations pour stopper l'érosion de la biodiversité d'ici 2050 et puis pour la suite aussi. Autour de la planète, 1 million d'espèces animales et végétales sur près de 8 millions risquent de disparaître. Au Québec aussi, certaines espèces comme la rainette faugrillon ou le chevalier cuivré méritent que nous nous soucions mieux de notre environnement. Le Canada est un pays de lacs et de forêts et certaines menaces se font déjà sentir sur les écosystèmes. Les changements climatiques, la destruction d'habitats, la pollution et même les espèces envahissantes. Le recul de la biodiversité à l'heure de la COP15, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous vous parlons de biodiversité et de son recul planétaire, de la COP15 et des attentes qu'elle suscite, ici comme ailleurs. Je suis en compagnie de Béatrix Beisner. Vous êtes professeure titulaire au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal et co-directrice du groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, le GRIL, qui réunit plus d'une 50aine de chercheurs provenant de 11 universités québécoises. C'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour. On est en compagnie aussi de Martin Vaillancourt, directeur du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Bonjour. Bonjour. COP15, c'est en fait la seconde moitié de ce grand sommet consacré à la biodiversité. La première rencontre en octobre 2021 a adopté 17 objectifs de la déclaration de Kunming, dont la protection de 30% des terres et des mers d'ici 2030. Vers une civilisation écologique, bâtir un avenir collectif pour toute une vie sur Terre, c'est une déclaration qui porte un joli nom. Mais ce qu'on constate surtout, c'est l'effondrement de la biodiversité, une crise qui est souvent occultée et par rapport à l'attention portée par la crise climatique. Donc, cette COP sur la biodiversité à Montréal sera-t-elle une réelle opportunité de se saisir de la question, Monsieur Vaillancourt? Oui, vous venez de le mentionner, l'enjeu de la biodiversité est souvent occulté par l'attention qu'on porte à la crise climatique. Les médias sont habitués des COP climat, la dernière qui vient de se terminer à Sharm el-Sheikh, à accaparer, en Égypte bien sûr, à accaparer une grande partie de cette attention-là. La COP, la 15e conférence là, sur la biodiversité, on ne l'attendait pas à Montréal. La décision s'est prise à la fin juin. C'est un peu le plan B. La Chine, qui préside la conférence, a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure de la tenir chez elle pour des raisons là, de l'application de leur politique là, sur la COVID. Et le secrétariat à la biodiversité, qui a son siège social à Montréal, a décidé de faire la COP à la maison. Je présume qu'ils ont parlé au gouvernement fédéral avant de prendre leur décision, mais c'est ce qui a fait en sorte que cette COP-là a été annoncée tardivement. Et rapidement, les organismes de la société collective, la société civile, québécoise, ont réagi puis ont dit il faut saisir cette opportunité-là de parler de biodiversité, de faire en sorte que ça soit pas uniquement une COP un événement international de plus à Montréal, mais que l'enjeu de la biodiversité percole dans nos politiques domestiques, à la fois canadiennes, québécoises et pourquoi pas municipales aussi. Oui. Donc, c'est une COP qui est importante. La dernière COP là, qui avait eu lieu, pas la dernière par contre, mais une des COP qui a eu lieu il y a un certain temps là, au Japon, avait fait l'agenda là, pour 2010 à 2020. C'est l'analyse de ces résultats-là qui sont pas très concluants, qui nous amènent aujourd'hui à dire il faut avoir plus d'ambition et fixer un agenda ambitieux pour la décennie 2020-2030. Et il y a beaucoup d'espoir qui est mis dans cette COP-là. Et il y a
Oui. Ces moments-là sont de rares moments où la communauté scientifique rencontre les États et ensemble, on peut convenir d'un tel agenda. Donc, oui, elle est importante. Est-ce qu'elle sera ambitieuse? On l'espère. Et est-ce qu'elle aura des retombées concrètes? On le souhaite ardemment. Oui. On va voir. Professeur Bessner, de votre côté, avez-vous des grandes attentes par rapport à cette COP 15 sur la biodiversité? Oui, moi, la façon que je vois ça, c'est important de garder la discussion sur la biodiversité et en lien avec les changements climatiques, comme on voit avec ces deux COP-là, un par la suite de l'autre, qui est très important de garder un lien entre ces sujets, mais aussi de garder ces deux points très, très importants pour la société, mais aussi pour le monde naturel, en avant de nos discussions comme des sociétés et pour la planète globalement. Alors, je pense que c'est très, très important, même si on n'arrive pas à s'entendre sur beaucoup de mesures, pour moi, vraiment de continuer la discussion et de garder ça en avant dans les médias, c'est très, très important. Alors, je sais que ces discussions-là, ça peut être très difficile. Il y a des enjeux différents pour des pays différents. Même à l'intérieur des pays, il y a des visions différentes. Alors, c'est peut-être, je mets pas trop d'espoir d'avoir beaucoup de solutions qui sortent, mais la volonté c'est ça que ça prend. Et d'avoir la discussion et cette volonté-là, c'est le plus important. Alors, pour moi, c'est ça, mais c'est sûr que, comme M. Vaillancourt a dit, c'est un moment propice pour l'avenir, pour planifier la prochaine décennie envers ces questions-là. Alors, je pense que d'une certaine façon, j'aurais des attentes à cause de ça. Alors, peut-être des attentes plus que dans d'autres années. Oui, Monsieur Vaillancourt, si on voulait faire le point sur le recul de la biodiversité, vous êtes mondiale canadienne et les causes sous-jacentes. Mercredi dernier est sorti un rapport intéressant, là, un peu une situation générale de la biodiversité au Canada. Actuellement, si on exclut là, des espèces comme les virus, les bactéries, puis il y a à peu près 80 000 espèces différentes au Canada. Puis on a un certain suivi sur 50 000 de ces espèces-là. Et ça, c'est pratiquement 20 000 espèces de plus là, que le dernier recensement. Donc, on est encore en apprentissage sur le nombre d'espèces. Et puis, c'est difficile pour chacune des espèces d'établir un classement des espèces qui sont en sécurité, là, donc en bonne voie, qui ont toutes les conditions là, pour pouvoir perdurer, et les espèces là, qui font face à toutes sortes de problèmes là, que l'on crée là, comme humains. Là. Mm-hmm. Donc, il y a de plus en plus d'espèces qui ont pas, qui sont menacées là, avec différents niveaux de menaces. Et à ces espèces-là s'ajoutent aussi des espèces qui arrivent de l'extérieur, là, c'est-à-dire des espèces exotiques qui parfois sont des espèces exotiques envahissantes. Là, donc, c'est des milliers d'espèces qui sont comme ça arrivées là, sur les territoires canadiens, qui prennent de la place dans les écosystèmes, dans les habitats, et qui concourent là, à ce déclin de la biodiversité. Oui. Professeur Bessner, c'est le fruit, ce recul-là de la biodiversité, le fruit de l'utilisation du territoire par les humains. On peut penser à l'agriculture, les engrais, les sels routiers et les villes qui se développent. Quels effets l'humain et l'utilisation du territoire a sur justement la biodiversité, et plus particulièrement la biodiversité des eaux douces, qui vous intéresse plus particulièrement? Oui, ça m'intéresse beaucoup, c'est mon champ de recherche. Et en fait, c'est une de mes attentes pour ce COP-ci, c'est qu'il y aurait plus d'attention aussi sur les organismes de la biodiversité en eau douce, parce que ça a été beaucoup négligé. Et en fait, il y a un mouvement parmi les chercheurs en écologie des eaux douces pour pousser un peu plus cet agenda. Alors, c'est en partie parce que nos organismes en eau douce sont peut-être moins
moins jolies que ce qu'on retrouve en mer, par exemple. C'est très facile de trouver des très jolies espèces très charismatiques dans l'océan, tandis que dans les eaux douces, les poissons ont tendance à être plus brunâtres ou pas très coloriés. On a d'autres choses qui nous manquent en eau douce. En tout cas, par rapport à l'utilisation du territoire, c'est sûr que l'activité humaine a des impacts très, très directs sur la biodiversité, par exemple en enlevant de la forêt, en coupant la forêt pour commencer l'agriculture, comme on a vu, par exemple, dans l'Amazonie beaucoup récemment. Ça a un effet direct, c'est bien sûr, sur la végétation, sur les animaux qui sont associés avec ces forêts-là. Mais il y a aussi des impacts très, très importants indirects qui sont plus en aval, dans les cours d'eau, par exemple. Alors, il y a beaucoup de lessivage qui arrive quand on enlève une forêt, par exemple. Et quand on remplace avec un champ agricole, c'est encore pire parce que là, on rajoute des engrais. Alors, tous ces engrais-là, qui sont pas pris immédiatement par les plantes, s'il y a des précipitations, qui sont souvent le cas, vont arriver dans les cours d'eau, qui vont causer toutes sortes de problèmes, comme des blooms de cyanobactéries, par exemple. Et quand on voit ces floraisons-là, c'est sûr que c'est une situation où la biodiversité est très, très faible. C'est beaucoup affecté. C'est une dominance par une espèce, en fait, très indésirable parce que ça cause aussi des problèmes de santé pour les animaux et pour les humains. Alors, tout ça, c'est relié. Alors, c'est beaucoup d'effets indirects, je dirais, sur les cours d'eau douces qui sont beaucoup reliés à l'utilisation des territoires. Alors, l'urbanisation, même type de problème. Il y a moins d'engrais, mais il y a beaucoup plus de polluants qui arrivent, par exemple, des routes par la précipitation aussi. Alors, c'est ça. Alors, tous ces impacts-là, l'utilisation du territoire, même s'il n'y a pas une perte de territoire aquatique, il y a quand même un effet très profond sur les cours d'eau et les lacs. Oui, et des fois notre usage aussi. La déclaration de Kunming veut protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. Nous en sommes encore loin. Je pense 16% du milieu terrestre et aquatique et 8% du milieu marin seraient protégés pour l'instant, sans compter les objectifs d'Aichi adoptés à la conférence de Nagoya, ça c'est la COP 10 en 2010, qui sont toujours pas atteints à cause peut-être de la surpêche, la déforestation, des espèces envahissantes, vous l'avez dit. Où est-ce qu'on en est au Québec et au Canada du côté des aires protégées, Monsieur Vaillancourt? Le Québec a fait de gros efforts de rattrapage, là, notamment en protégeant des territoires au nord du 49e parallèle. C'était une volonté là, qui avait été exprimée lors de la création du Plan Nord là, par le gouvernement québécois, qu'à terme, il y aurait jusqu'à 50% du territoire nordique du Québec qui allait faire l'objet de conservation. Donc, les annonces qui ont été faites depuis et les annonces récentes là, dans les dernières années font en sorte que on a atteint cette cible-là de pratique, là, à toute fin pratique, là, de 17% là, qui était la cible là, qui avait été convenue. Il y a des études au Québec qui montrent qu'on peut atteindre le 30% de conservation lorsqu'on inclut à la fois de la conservation dans le nord du Québec, mais aussi dans le Québec méridional et également dans les zones là, urbaines et périurbaines. Et il serait pas surprenant là, que des villes d'importance au Québec là, confirment leur volonté d'atteindre 30% sur leur territoire pendant la COP. Là. C'est des éléments qui sont actuellement discutés et qui sont jugés réalistes. Oui, on va surveiller ça. Donc l'éléphant dans la pièce, c'est le climat. Quels sont les effets des changements climatiques sur l'écologie des lacs, professeur Bessner? Oui, c'est un de mes sujets préférés. Les effets il y a plusieurs. C'est sûr que juste le changement de la température, le réchauffement, ça dans notre région, je vais plus parler de notre région parce que c'est peut-être plus intéressant pour nos écouteurs et aussi mon jeu de terrain, disons. Alors,
avec un réchauffement, c'est sûr qu'on commence à déjà voir que les lacs deviennent plus chauds pendant l'été pour les gens qui aiment se baigner dans les lacs. Ça devient de plus en plus agréable de cette façon-là, mais de moins en moins désagréable, je veux dire, à cause du fait que les eaux plus chaudes va causer la mortalité de beaucoup d'espèces de plancton qui sont naturellement présents dans les lacs, et ça promue la croissance, encore une fois, de ces fameuses cyanobactéries. Alors, les cyanobactéries aiment ça chaud. Et alors, on risque d'avoir de plus en plus de prolifération de cyanobactéries, pas juste à cause du fait qu'on a plus de lessivage par le changement d'utilisation du territoire autour, mais aussi dû au fait que juste parce que l'eau est plus chaude. Et l'autre chose qui arrive, on est dans la communauté scientifique, on est encore en train d'explorer c'est quoi l'effet exactement, mais ça va changer aussi la stratification thermique. Alors, pendant l'été, les lacs dans notre région sont normalement plus chaudes dans la couche supérieure et plus froides dans une couche inférieure. Alors, on peut le sentir avec nos pieds, par exemple, en nageant dans un lac, si on laisse couler nos pieds un peu vers le fond du lac. Alors, cette stratification-là est très, très importante pour la vie et la biodiversité dans un lac. Ça forme des strates différentes, ça permet des espèces de vivre ensemble. Et ça règle beaucoup de processus, ce qu'on appelle biogéochimiques. Alors, le mouvement des nutriments, le mouvement du matériel et des espèces. Alors, tout ça, ça risque d'être bouleversé à cause du fait que l'eau de surface va être plus chaude et les lacs risquent d'être peut-être plus stratifiés. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de mouvement entre les strates possibles, juste à cause de la physique de l'eau à des températures différentes. Alors, encore une fois, tout ça, ça risque de bouleverser les interactions entre les espèces. Comme j'ai dit, c'est pas encore établi c'est quoi l'effet parce que c'est difficile à étudier, c'est difficile de manipuler la stratification d'un lac avec des poissons et toutes sortes de plancton et connaître c'est quoi la réponse. Alors, il y a de la modélisation là-dessus. Oui, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les algues bleu-vert, mais exact, parce que eux, ils aiment ça aussi quand c'est très stratifié et chaud. Encore, et un dernier enjeu, c'est encore une fois le lessivage. Il y a alors plus d'apports avec des précipitations très très fortes périodiques, ça risque d'avoir des grosses pulses de nutriments qui arrivent vers les lacs, qui va aussi promouvoir la croissance de certaines espèces comme les cyanobactéries à la pénurie d'autres espèces qui sont plus importantes. Alors donc, globalement, une réduction de la biodiversité à cause de tous ces effets de changement climatique-là. Oui, on pourrait aussi parler de fragmentation des habitats. Mais Monsieur Vaillancourt, oui. Parlez-nous un petit peu comment ça se passe dans votre région. En fait, au regroupement national, on couvre l'ensemble des régions du Québec là, par les conseils régionaux en environnement. Oui. Donc, en fait, les situations peuvent être... Chaudière-Appalaches. Ah, la Chaudière-Appalaches. Oui, avant d'être directeur au regroupement national, j'étais directeur au conseil régional d'environnement de Chaudière-Appalaches. Dans les régions agricoles, comme la Chaudière-Appalaches ou agroforestières, effectivement, il y a des enjeux d'aménagement du territoire, du type de culture aussi qui sont faites. Actuellement, là, les principales causes qui sont en lien avec la destruction des habitats au Québec, là, c'est vraiment, on l'a déjà dit, là, mais c'est nos choix en matière d'aménagement du territoire. Donc, l'étalement urbain, la destruction des milieux humides ou la dégradation de ceux-ci, notre type d'agriculture, donc les monocultures. Lorsqu'on est sur des sols qui restent à nu pendant l'hiver, là, c'est des pratiques qui sont appelées à changer, mais qu'on voit encore là, dans les usages et qui sont effectivement très dommageables là, pour les raisons mentionnées par Madame Bessner. Puis je dirais que ces facteurs-là sont actuellement plus importants que l'effet des changements climatiques sur les déclins de la biodiversité. Mais on peut penser qu'au cours des prochaines décennies, le seul fait du réchauffement climatique va devenir le facteur principal du déclin. Donc, on n'est pas dans une situation où les choses vont en s'améliorant, mais ça va aller en se détériorant pour encore un certain temps, d'où l'importance d'agir dès maintenant
et de travailler à la conservation des territoires et des écosystèmes, à la fois au nord du Québec, mais au sud aussi, parce que la biodiversité est beaucoup plus riche en termes de diversité d'espèces là, dans le sud du Québec, et pour avoir de façon à ce que celle-ci demeure, là, il faut avoir des aires de conservation, puis d'assurer une certaine connectivité entre ces aires de conservation-là. Donc, dans les conseils régionaux d'environnement, mais aussi avec d'autres partenaires, là, on travaille sur les notions de corridors écologiques, de connectivité, d'aires protégées, à la fois sur les territoires publics, mais aussi chez les privés, chez les individus. En Chaudière-Appalaches, la conservation volontaire, donc des gens qui, sans obligation, acceptent de faire caractériser leur terrain et de suivre des recommandations pour en conserver là, les attributs qui favorisent la biodiversité. La superficie totale quand on rassemble l'ensemble des gens qui participent à cette conservation volontaire-là, ça représente la superficie du parc national Frontenac. Donc, on peut avoir un effet réel avec en collectif, en fait, en rendant ce mouvement-là. En étant plus collectif. Justement, je veux rester un petit peu avec vous. J'aurais voulu que vous me parliez de ce collectif COP15 qui rassemble plus de 80 organisations avec des programmes aussi pour... il y a même une marche le 10 décembre, si je suis bien informée. Exact. Ça, c'est un mouvement incroyable qui s'est produit, là. Donc, fin juin, quelques coups de fil, la COP allait être à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte là, que le Québec s'approprie s'approprie cette COP-là, puis en retire des gains. Donc, il s'est formé de façon très spontanée là, un collectif de la société civile québécoise. Et actuellement, ça regroupe, là, vous l'avez mentionné, 80 organisations, à la fois issues là, des secteurs de la conservation, mais d'autres organisations environnementales. Il y a même des ONG en développement international qui se sont greffées. Il y a des syndicats, il y a des associations professionnelles, il y a des organisations jeunesse, il y a des organisations financières. Là, je vais nommer Fonds d'Action. Ils sont très présents sur ces enjeux-là. C'est épatant de voir leur niveau d'implication. Il y a des centres de recherche, il y a des fondations philanthropiques aussi qui se sont joints au mouvement. Et on s'est organisé là, en différents groupes de travail pour préciser ce qu'on aimerait avoir comme gain au niveau québécois, mais aussi quel message on voulait véhiculer et comment on allait mobiliser le reste de la société civile pour faire en sorte que la COP soit un succès. Et les gouvernements, là, donc à la fois fédéral et provincial, ont supporté cette initiative-là. Et encore là, le mercredi dernier, là, le gouvernement provincial annonçait sa contribution financière. Là, c'est un peu plus d'1,6 million qui va permettre la réalisation d'une programmation en marge de la COP. Donc, il va y avoir un espace là, pour ouvert au grand public, là, destiné à la société civile. Ça va se passer dans le cœur des sciences de l'UQAM. À Montréal, et là, c'est une 60aine d'activités qui sont proposées, y compris la marche là, Génération Vivante qui va avoir lieu le 10 décembre. Et il y a certaines de ces activités-là qui ont une suite à l'intérieur des murs du Centre des Congrès à Montréal, là, dans le cadre de la programmation officielle, ce qu'on appelle les side events. Là, donc, ça va permettre là, de poursuivre le dialogue avec les délégués qui vont se rendre à Montréal et qui pourront voir là, de quelle façon la société civile québécoise s'est mobilisée autour de cet événement-là. Oui, professeur Bessner, on va terminer avec vous. Donc, une mobilisation ou alors une solution en attendant que commence cette grande coop le mercredi prochain? Une solution. Je continue à croire que la protection d'habitat, c'est vraiment là où on peut avoir le plus grand effet. C'est certain aussi de penser à la variation génétique. C'est aussi très, très important dans toutes ces questions de biodiversité. Et comme a mentionné M. Vaillancourt, la protection d'habitat, mais aussi la connectivité et de permettre les espèces de migrer plus vers les milieux, probablement plus vers le nord, qui vont
les permettent de suivre les conditions à lesquelles ils sont adaptés. Alors, si l'évolution n'est pas assez rapide pour les permettre de suivre le changement dans les changements climatiques ou d'autres perturbations anthropiques comme l'effet l'urbanisation ou d'autres effets, il va falloir qu'ils soient capables de migrer plus vers où les conditions seront plus propices pour leur survie. Et c'est comme ça que on va essayer de contourner le problème parce que, comme M. Vaillancourt a aussi dit, les changements climatiques, ça va devenir l'enjeu principal qui va nous empêcher de réhabiliter par rapport à tous les autres enjeux qui sont déjà présents et qui affectent déjà la biodiversité. Entendu. Mais c'est un beau mot de fin, donc pouvoir laisser tout le monde s'adapter, peut-être avoir une pensée pour la biodiversité à notre échelle aussi, en commençant par notre propre territoire, notre jardin, si on en a un par exemple. Donc merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Béatrix Bessner. Vous êtes professeure donc titulaire au département des sciences biologiques à l'UQAM et aussi co-directrice du GRIL, groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, et de Martin Vaillancourt, directeur du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et donc porte-parole aujourd'hui là pour le collectif COP15. On va mettre le lien si vous voulez suivre les activités dont il a parlé. Justement, allez-vous participer, Monsieur Vaillancourt, allez-vous participer un peu à la COP? Allez-vous ou ça va être plus dans le collectif, c'est ça? En fait, on va être présent aux deux endroits, au regroupement national et il y a certains CRE aussi là, qui sont allés chercher des accréditations. Je pense qu'on est une quinzaine à avoir été accrédités. Donc, ça va être une occasion extraordinaire là, de pouvoir vivre une COP à plusieurs, parce que par le passé, souvent ces grandes rencontres-là sont à l'étranger, donc on doit limiter la taille des délégations. Oui. Mais oui, on va être présent sur place et surtout dans les corridors, parce que c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir faire notre pouvoir d'influence, de rappeler là, à ceux qui nous représentent aux tables des négociations là, de ne pas avoir peur d'être ambitieux, puis d'avoir l'assurance qu'on va être en mesure de livrer par la suite. Là. Entendu. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. OK, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation est au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio. Également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission a une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume.